Bonjour, c'est David pour le blog business100.fr, votre business à 200%, l'épisode audio quotidien pour faire bouger votre entreprise. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'esprit des startups. Comment font-elles pour être si souples, si flexibles? Comment font-elles pour être si innovantes? Et comment font-elles pour avoir des équipes aussi réactives? Aujourd'hui, je vais parler avec vous donc de comment font ces startups, etc., les outils qu'elles mettent en œuvre. Et bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en profiter aussi dans votre entreprise? Alors, plus que le secteur dans lequel elles évoluent, leur âge, la taille de ces entreprises, c'est la façon de travailler qui les caractérise. Un mode de fonctionnement donc, qui stimule l'innovation, renforce l'esprit d'équipe et qui les rend plus réactives. Alors juste avant d'aller dans le vif du sujet, par exemple, il faut savoir que 90 startups françaises figurent parmi les 500 startups mondiales ayant le taux le plus fort de croissance. Et la première, par exemple, une des premières est une société qui s'appelle Imagis, une société donc de 138 personnes qui fournit donc des services et des technologies numériques à l'industrie du cinéma. Alors en définitive, qu'est-ce qu'une startup ? Est-ce qu'il y a un âge réglementaire pour faire partie du club des startups ou pas ? En fait, pour certains, le seuil des 3 ans, c'est le laps de temps pendant lequel la jeune pousse donc consolide son modèle économique et qui est déterminant. Pour d'autres, le cap se situe à 7 ans. Plus que l'âge, en réalité, c'est la façon dont travaillent ces entreprises qui font que ce sont des startups. Une certaine spontanéité, un goût pour l'innovation et par exemple, selon Augustin Paluel-Marmont, c'est le cofondateur de Michel Augustin, donc des produits alimentaires, ils font des biscuits entre autres. C'est une vision différente d'entreprise, ils expliquent. Mais en quoi précisément cette différence? Je vais vous répondre en 4 points. La première chose donc caractéristique de ces startups, c'est une ambiance de travail conviviale. Dites startup, aussitôt vous penserez open space, donc grand espace de travail, couleurs vives, partie de baby-foot, goûter généreux, entre 2 coups de fil de clients. Alors, loin de considérer que ce sont des clichés, en fait, les startups donc, entretiennent soigneusement cette convivialité. Des entreprises vont organiser donc, des petits déjeuners le lundi matin, d'autres des goûters, et donc ont des moments comme ça sacrés où on remet les employés au centre de l'entreprise, on va discuter, on va inciter donc vraiment très largement les employés à échanger à propos de toutes sortes de sujets. Et en fait, ça, c'est une clé anti-morosité. Ça évite donc de toujours rester coincé dans un bureau. Ça permet de célébrer les bonnes nouvelles et de créer des moments comme ça de convivialité justement où les gens vont être vraiment ensemble. Et ça, c'est des techniques qui sont utilisées dans beaucoup d'entreprises, comme encore avec Fabien Novel, donc qui sont dans l'aide à l'innovation, chez Michel et Augustin, donc ces fabricants de biscuits. Donc bien sûr, pour préserver cette ambiance, il faut toujours, lorsque vous employez des nouveaux personnes pour votre entreprise, s'assurer qu'ils sont bien compatibles en fait avec l'ambiance, l'esprit de votre entreprise. Sinon, ça ne marche pas. Et par exemple, une technique qui a été mise au point chez Michel et Augustin, c'est que les embauches se font toujours avec l'avis de tous. Il faut entre 5 et 10 entretiens individuels, en groupe, sous forme de déjeuner et en équipe, par exemple, pour intégrer l'entreprise. Chez Faber Novel, encore un autre exemple, c'est la règle de l'unanimité qui prévaut. C'est-à-dire qu'on implique aussi bien le manager, le responsable des ressources humaines, un directeur que des juniors pour recruter quelqu'un. Et si l'un d'eux a un doute, on arrête tout. Voilà. Un deuxième point qui fait que les startups sont des startups, c'est qu'il y a un mouvement permanent à l'intérieur. L'esprit startup, c'est aussi donc un flux constant, une diversité de projets avec des interlocuteurs et des budgets très variés. Donc, il ne faut pas entendre là, oh mais oui, mais s'il y a trop de projets, on s'éparpille. Non, il faut entendre s'il y a beaucoup de projets, vous nourrissez la créativité. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute des idées donc des employés. Ça veut dire aussi que vos employés ne sont pas bloqués dans une tâche monotage justement, où ils feront de la compta toute la journée, ils vont faire du service client toute la journée. Arrive un moment, c'est ennuyant. Ça tue la vie en fait. C'est contre nature de rester bloqué sur un poste tout le temps.
Et le truc, c'est que vous avez des employés d'entreprise qui ont des idées, et s'ils ne peuvent pas les mettre en œuvre, s'ils ne sentent pas la liberté de les exprimer et de les tester, eh bien votre entreprise n'évoluera pas. Il n'y a que le patron finalement qui a des idées, il n'y a que lui qui a le droit de les appliquer, et c'est complètement nocif pour l'entreprise. C'est pour ça donc qu'il y a cette idée de mouvement permanent. Et pour illustrer ce propos, vous avez des tonnes d'entreprises dans lesquelles des employés ont trouvé des petites idées et qui ont fait leur fortune. Par exemple, avant d'enregistrer cet audio, j'ai regardé un peu les idées comme ça qui étaient sorties. Et par exemple, il y a une employée qui avait dessiné donc la bouteille d'huile stop-goutte pour les sieurs. Vous savez, l'huile de tournesol, et alors qu'elle n'était pas du tout au service design des produits, etc. Donc elle a dessiné cette bouteille, et du coup cette bouteille a permis à l'essieur de développer une nouvelle gamme de produits. Donc, il faut jamais avoir peur de laisser ses employés s'exprimer, aller au-delà des projets, de suggérer des projets, d'aller au-devant, etc. Un autre signe donc de mouvement permanent, ce sont les décisions qui se prennent vite. C'est-à-dire que donc il n'y a pas de ce qu'on appelle la réunionite où on va rester des heures à débattre d'un sujet, etc. Et finalement, les décisions vont se prendre difficilement et puis on va vraiment casser la motivation de tout le monde. Donc voilà, il y a une idée, on prend une décision et hop, on va de l'avant. Et ainsi de suite. Et je reviens avec mon exemple de Michel Augustin, ce fabricant de biscuits. Exemple, il faut moins de 6 mois à cette entreprise entre la naissance d'une idée et la mise en rayon du produit. C'est un record du secteur. Ça montre bien qu'il y a donc une très grande dynamique dans l'entreprise pour que les décisions aillent vite, pour que tout le monde puisse travailler ensemble et donc être vraiment fructueux. Un autre point aussi qui caractérise les startups, c'est qu'il y a un échange constant. Alors l'échange constant, certes, donc ça veut dire que la structure hiérarchique des startups doit vraiment être réduite à 2 ou 3 niveaux, qu'il doit y avoir une certaine flexibilité dans les échanges, que ça suppose que cette organisation est au minimum horizontale, avoir une organisation horizontale ne suffit pas à garantir l'implication de tous. Alors en fait, il est montré qu'au-delà de 15 ou 20 personnes, le collectif des débuts peut se dissoudre, ce qui fait que au-delà donc du 15-20 personnes, l'ambiance d'entreprise peut être difficile à maintenir du fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de diversité, de points de vue divergents, etc. Et donc pour garder cet esprit de corps, pour avoir vraiment un seul bloc qui bouge tous dans le même sens, l'idée c'est de faire grandir tout ce petit monde avec les mêmes idées. Je m'explique. Donc, le fait d'être constamment à proximité des uns et des autres, le fait d'être à proximité des patrons, par exemple, dans cet grand espace, dans l'open space, ça contribue énormément à l'accès direct, en fait, à l'information, à la décision. Et là, il y a des centaines de témoignages comme ça qui le montrent. Le deuxième point, justement, pour favoriser cette unité, c'est que l'objectif est de faire circuler l'information vite et facilement, sans problème technique, ou du moins avec un minimum de problèmes techniques. Pour y parvenir, vous avez aujourd'hui des tonnes d'outils, ce qu'on appelle donc des réseaux sociaux d'entreprise. Vous avez par exemple socialcast.com qui est excellent. Hein. C'est comme un Facebook et sur lequel les employés partagent, échangent des informations, communiquent des avis, des idées, transfèrent des documents et tout le monde y a accès. Alors bien sûr, vous pouvez gérer des autorisations, qui a droit, qui a pas droit, mais l'idée, voilà, c'est que l'échange est en temps réel, contrairement à l'email où c'est chronophage. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, mais voilà, il existe des outils comme ça qui font que tout le monde va au même endroit pour chercher l'information. Et ça contribue donc à dessiner votre entreprise, à faire en sorte que tout le monde bouge dans le même sens, va dans le même endroit, collecte au même endroit, transfère l'information au même endroit, etc. Donc forcément, ça crée des échanges. C'est d'ailleurs le principe aussi d'une cafétéria. Dans ces entreprises, bien souvent, pour maintenir les échanges, vous avez une cafétéria ou alors des zones justement de restauration ou de jeu pour créer de la complicité, créer de l'échange. Mais c'est pas forcément de l'échange qui est purement lié au travail. Quand vous avez des employés qui parlent de leur vie personnelle et puis et qui s'entendent bien, et qui finalement ça débouche sur du covoiturage, c'est excellent pour l'entreprise. Ça veut dire que vos employés nourrissent des liens profonds et puis
D'un point de vue économique, c'est absolument super intéressant pour votre entreprise. Ah, si je veux être vraiment rabat-joie, des employés qui arrivent en covoiturage, c'est vous assurer que ce groupe-là arrivera toujours à l'heure. C'est vous assurer que ce groupe de personnes va s'automotiver s'il y en a un jour qui a moins envie de travailler dans l'entreprise. Ça veut dire qu'ils se voient pendant le week-end, donc ils vont continuer certainement à échanger à propos du boulot. Donc voilà, bref. Il y a énormément d'avantages. Et donc tout ça, en fait, ça m'amène à un quatrième point qui fait aussi l'esprit startup, c'est en fait qu'il y a des tonnes d'initiatives qui sont prises, qui sont anti-routine. On le sait, la routine, ça tue la créativité, ça tue la motivation. Et malheureusement, quand votre activité grossit, on est parfois tenté d'instaurer des procédures. Et malheureusement, ça peut coûter cher parce que la procédure va justement rendre la routine. Vous allez industrialiser en fait tout ce qui se passe dans votre entreprise et ça va tuer les nouveaux projets, les idées qui peuvent germer n'ont donc plus la place de s'inscrire dans des processus qui ne sont pas encadrés encore par l'entreprise. Il y a des témoignages comme ça qui montrent que l'entreprise avait cherché à mettre en place des procédures, etc., pour gérer les projets, étape par étape, comment on devait changer, etc. Résultat, ce témoignage nous raconte que cette entreprise s'occupait plus du calendrier que du projet lui-même. Maintenant, donc, ils ont supprimé les processus et donc on se concentre davantage sur la manière de travailler ensemble. Et c'est toujours la même chose. Il vaut mieux passer du temps à faire les choses, même si elles sont parfaites, ça coule de source, plutôt que de chercher de toujours tout encadrer pour que tout soit parfait du premier coup. Parce que le parfait n'existe pas. Et le problème de chercher aussi toujours la procédure, le résultat normalisé, c'est que on tue vraiment la petite idée qui peut faire la différence à un moment ou à un autre. Et aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on normalise tous les échanges, il faut savoir que plus on a d'employés dans l'entreprise, tous ces employés ne travaillent pas de la même manière, ils ont différentes approches. Par exemple, il a été démontré qu'il y a en gros 4 manières d'apprendre des choses et que chaque personne a une manière donc différente d'apprendre et que si votre processus ne correspond pas à cette manière d'apprendre, on ne pourra pas l'intégrer et vous allez créer un blocage. Ça encore, c'est un autre sujet, mais voilà, il y a plein de choses comme ça psychologiques et moteurs qui font que si on instaure trop de routines, ça coince quoi. Enfin, pourquoi aussi les processus, les routines, etc., ça peut être contre-productif? C'est parce que votre service commercial, votre service marketing, votre service production, votre atelier de production, le service transport, etc., ont besoin de communiquer ensemble pour échanger. Le transporteur, quand il livre les produits aux clients, collecte des avis clients. Si votre service marketing n'a pas ces informations, il ne peut pas développer de stratégie marketing efficace. Ça coule de source. Mais combien d'entreprises aujourd'hui font cette erreur ? Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans une telle situation, voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein, si vous cloisonnez le service livraison, service marketing, service vente, etc., il faut décloisonner tout ça et mettre en place un processus de réflexion collectif. Il est très, très, très important d'impliquer tous vos salariés quand vous voulez changer de méthode, quand vous voulez réunir tout le monde ensemble, parce que forcément, ça va bouger les règles, ça va bouger les habitudes qui sont installées actuellement entre vos employés. Et bien sûr, ça peut abîmer des égos, ça peut perturber l'équilibre si c'est pas toujours bien fait. Donc, il faut prendre le temps. Il faut discuter avec vos employés, dire voilà, moi j'aimerais plus de cohérence en entreprise, j'aimerais moins de routine, plus de créativité, j'aimerais qu'il y ait encore une meilleure ambiance. Et le meilleur moyen, à mon avis, de commencer, c'est tout simplement d'instaurer dans la semaine un moment convivial, un petit déjeuner, un dîner, ça peut être un goûter, peu importe, un moment convivial où on va pas forcément parler de travail directement, mais vraiment d'échange. Donc un moment décontracté sur lequel il y a un partage, un échange. Et puis de là, vous allez leur dire, voilà, moi j'aimerais que mon entreprise soit beaucoup plus flexible. Qu'est-ce que vous suggérez pour rendre cette entreprise plus flexible ? Et vous serez surpris de voir que vos employés ont plein d'idées. Alors, si aujourd'hui, vous vous considérez comme un patron ou une patronne très stricte, très rigide, pas forcément très ouverte aux salariés, ou si vous souffrez d'un problème d'image auprès de vos salariés, ça se travaille. Faites appel à un coach pour justement vous décomplexifier, pour
recréer de l'échange dynamique dans votre entreprise, ça se fait très facilement. Ça se fait. Après, évidemment, c'est selon l'entreprise, il y a plein de choses à prendre en compte, mais vous avez tout à y gagner. Et pour conclure ce podcast, un des symptômes qui prouve que l'ambiance de travail est mauvaise, c'est le taux d'absentéisme, le taux de retard, le taux de congé maladie et le turnover. Donc, combien d'employés quittent votre entreprise après un certain nombre de temps. Donc, plus vos employés restent longtemps dans votre entreprise, plus ça montre que votre entreprise, ils en sont satisfaits et que ça leur correspond, qu'ils y sont bien, etc. Donc ça, c'est les premières choses qu'il faut regarder. La deuxième analyse qui est intéressante à faire, c'est à savoir si vos employés recommandent votre entreprise à d'autres personnes pour être recrutés pour travailler dans votre entreprise. Et donc ces deux éléments combinés vous montrent clairement si votre entreprise est vraiment attractive ou pas. Voilà pour ce podcast. Si vous aimez, bien sûr, cliquez sur j'aime sur SoundCloud. Abonnez-vous au flux SoundCloud pour rester en contact. Je publie donc quotidiennement des épisodes audio pour bouger votre entreprise. C'est David pour biz200.fr. Merci de m'écouter et à demain. Bye bye.